Bienvenue sur F1 TV pour ce débriefing du Grand Prix du Japon, un Grand Prix du Japon qui nous a tenu en haleine, Ziv, parce qu'on a eu ce départ formidable de Romain Grosjean et donc on s'est pris à rêver, ma foi. Ben oui, il faut saluer cette performance de Grosjean parce que nous, bon, on l'a critiqué l'année passée, mais à juste titre, parce que il faisait un peu n'importe quoi, il faisait des mauvaises courses, il faisait des erreurs. Mais cette année, quand il marche bien, et il faut aussi saluer ça. Il a été fantastique, il a pris un départ du tonnerre et puis il a mené comme un tout grand. Voilà, mais on sait que Romain, il a ce talent naturel qui fait que le jour où le déclic se produirait et qu'il y a cette constance maintenant qui s'installe, cette confiance, y compris de l'équipe envers lui. On en reparlera dans la deuxième partie, mais je crois que ça joue un grand rôle. Et là maintenant, il est abonné au podium et on a cette Lotus aussi qui marche très bien avec cet empattement long. Alors on espérait que sur les pneus, la Lotus soit moins gourmande que la Red Bull et qu'elle parvienne à peut-être faire un arrêt de moins, etc. Et puis finalement, c'est un peu l'inverse qui s'est produit. On a vu que le premier relais avec les gommes tendres, Romain était facilement devant. En revanche, après en gomme dure, c'est la Red Bull qui a émergé, avec aussi deux options stratégiques, évidemment. Ce qui était à 2 contre 1, c'est plus facile. Oui, c'est vrai qu'au début de course, c'était magnifique. On profitait du fait que Romain soit devant. Il avait l'air de très très bien tenir la cadence. Aussi, on remarquait aussi que Vettel était un peu en dedans. Et là, j'ai vraiment profité du fait que je me suis dit tiens, ça c'est du grand Vettel, c'est du Prost, c'est du Lauda. Il garde ses pneus, il préserve ses pneus. Et effectivement, il a émergé à la fin. Et vraiment, je profite du fait parce que les gens pourraient critiquer le fait que il accumule les victoires, il y en a trop et tout ça. Mais là, c'est une belle victoire, c'est une grande victoire, je crois. C'était une victoire stratégique surtout parce que c'est vrai que c'est dans ce premier relais, dans ce premier segment de course, que Vettel construit sa victoire parce que en gomme tendre, comme tu le soulignes bien, il attaquait pas trop pour pouvoir aller plus loin dans ce premier relais. Et puis on a vu que Romain souffrait quand même dans le deuxième. Weber avait été basculé dans une stratégie à 3 arrêts parce que lui avait trop demandé à ses pneus en début de course. Et du coup, de façon un peu irréversible, on a vu arriver gros comme un camion Vettel qui est passé devant à la régulière et les pneus beaucoup plus frais que ceux de Romain. Romain n'a rien pu faire pour résister. Pareil même avec Weber en stratégie à 2 arrêts, donc il a rien à regretter finalement et certainement rien à se reprocher parce que les Red Bull étaient de toute façon beaucoup plus fortes et que à 2 contre 1, il n'y avait pas photo. Mais ce qui est génial, c'est que il est le meneur dans cette écurie Lotus. Kimi était en mineur. Il accroche une 5e place, mais c'était Romain qui était le premier pilote. Alors plus encore que Kimi, c'est Fernando Alonso qui nous bluffe de nouveau parce qu'en partant, il fait pas une très bonne qualif. Le fait que Massa soit devant est quand même significatif. Ça fait 3 ou 4 courses d'affilée. Je crois que Massa est devant Fernando en qualification. Alors Massa a toujours été rapide sur un tour, pas de souci là-dessus. Mais en course, on a vu que Fernando, même en partant de loin, même coincé dans le trafic, il lâche rien, il remonte et quand l'opportunité se présente, il y va. Et il finit 4e, ce qui est un peu miraculeux, parce que la Ferrari était complètement à la rue ce week-end, tout en n'étant pas vraiment aidé par son équipier cette fois-ci. On ne peut pas dire que Massa lui ait facilité la vie. Non, c'est clair que Massa, il sait qu'il est dehors, il doit s'affirmer, il doit convaincre des écuries de vouloir le prendre. Donc, il n'a pas joué la stratégie d'équipe. Mais ça n'a pas empêché Alonso d'accrocher une 4e place qui, disait-il, était le mieux qu'il pouvait faire, et encore beaucoup mieux que ce que la Ferrari vaut. C'est un peu triste, parce que on a senti Alonso quand même assez énervé ce week-end en disant ça fait 4 ans que la Red Bull est 1 seconde plus vite que nous, ça commence à bien faire. On sent un grand malaise chez Ferrari. C'est sûr. Massa qui termine avec juste un petit point. Alors heureusement qu'Alonso porte le sac au dos parce que la Scuderia profite bien du faux pas des Mercedes ce week-end. Au championnat constructeur, on sait que c'est important évidemment cette lutte pour la 2e place dans laquelle Lotus va peut-être même s'inviter. Mais en attendant, là, Ferrari a bien limité les dégâts, au contraire de Mercedes. Un peu de malchance dans le chef des flèches d'argent, Ziv. Oui, parce que Hamilton prend un magnifique départ, il se fait accrocher légèrement par Vettel. C'est un incident de course, il n'y a rien à signaler. Il a une crevaison et après un problème de frein, un problème de fond plat. Il ne marque rien. Et Rosberg aussi, donc ils marquent des petits points, c'est très dommage, ils sont passés à côté de leur week-end. On sait que chez Mercedes, c'est un peu comme ça, il y a des hauts et des bas, et
Et c'est pour ça qu'il ne joue pas le championnat. Ouais, c'est un peu tout ou rien. Cela dit, Nico Rosberg, il n'a pas de chance parce que à la régulière, il est quatrième, certainement. Peut-être pas aller chercher les 3 premiers, mais à la quatrième, certainement. Et puis voilà, il a un problème dans ce pit stop, là où il y a le malentendu avec Pérez. Il se prend un drive-through. Voilà, ça pardonne pas, hein, Suzuka. On repasse par les stands, c'est 10, 15, 20 secondes et dans le trafic. Bon, il s'est bien battu, Nico, pour remonter, mais pas suffisamment, évidemment, pour les tout gros points. Alors, comme aussi la semaine dernière, Ziv, le vrai héros du Grand Prix, c'est de nouveau Hulk, hein, l'incroyable Hulk, est de nouveau là avec la Sauber. Bon, le héros du Grand Prix, c'est Grosjean, hein, on va pas lui enlever ça, évidemment. Mais c'est vrai que Hülkenberg, une fois de plus, il montre toutes ses qualités. Elles sont énormes, elles sont fantastiques. Maintenant, bon, c'est clair, il a avoué que il avait une proposition concrète d'une écurie. Nous, on l'a dit la semaine passée, c'est Lotus. On espère que vraiment ça va être confirmé très très bientôt, parce que on se fait une joie déjà, hein, de voir pour l'année prochaine Hülkenberg avec Grosjean. Ça va faire des étincelles. C'est une équipe hyper forte en perspective. Il paraît que l'offre concrète, entre guillemets, qu'il a entre les mains, c'est celle de Force India, figure-toi. Mais avec Lotus, c'est une affaire qui roule, même si enfin, tout ça avance. On en reparlera un peu dans la deuxième partie, à propos de Lotus, évidemment, avec Romain Grosjean. Hülkenberg donc, fait de nouveau la course solide et la qualif, hein, qu'on attendait, mais il faut quand même souligner la performance de la Sauber, parce que la Sauber, depuis quelques courses, depuis l'adaptation au GOM 2012, alors qu'on l'imaginait comme souvent avec l'équipe Sauber un peu en bout de course, hein, en deuxième partie de saison, eh bien au contraire, ils ont haussé leur niveau de jeu et Gutiérrez est là pour confirmer que la voiture marche. Et ça fait vraiment plaisir, hein, parce que Gutiérrez, il est éminemment sympathique et en début de saison, première moitié de saison, il est critiqué parce que c'est le gamin qui arrive avec les poches remplies de dollars. Il faut dire aussi qu'il était nulle part. Hein, il était nulle part, mais il n'était pas si loin non plus de Hülkenberg, qui est quand même un client, qui a de l'expérience. Et bon, la Sauber était un peu nulle part aussi. Et la Sauber était nulle part, et donc il est très difficile de débuter sur une mauvaise voiture. Et là, heureusement, la Sauber a fait un bond en avant extraordinaire, et ça fait plaisir de voir que Gutiérrez peut s'affirmer. Maintenant, 2 courses qui fait la Q3. Maintenant, il devait rentrer dans les points la semaine passée en Corée à cause de l'accident de Massa. Ça n'est pas arrivé. Cette fois-ci, il fait 7e. Hein. Ouais, c'est des gros points. C'est des gros points. Donc, j'espère qu'il assied sa position chez Sauber. Voilà. Et puis derrière, bon, McLaren, juste Jenson Button qui limite les dégâts, au contraire de Pérez. Mais comme Force India ne marque pas de points, McLaren s'installe dans cette 5e position, qui est quand même un pis-aller pour eux. On a vu encore un peu de belles bagarres derrière, notamment cet incident au dernier freinage de la chicane avec les 2 Williams, Ziv. Ça a été très chaud entre Bottas et Maldonado tout au long de la course. Bottas était un peu mieux, déjà en qualif, et puis bon, dans le trafic, il y a eu quelques malentendus, Maldonado en a parfois profité, mais en revanche, cette manœuvre du dernier tour, elle pose question. Oui, parce que c'est un peu ridicule, hein, parce que les Williams sont en 16e et 17e position. À quoi ça sert maintenant de faire une attaque banzai dans cette chicane, au risque de compromettre le résultat de l'équipe, enfin un piètre résultat? Maldonado, je trouve ça un peu idiot de sa part, et puis on voit très bien que il n'a plus de plaisir dans le pilotage, il n'a plus de plaisir de rouler chez Williams. Je me demande s'il n'est pas en train d'essayer de négocier une place ailleurs. Oui, moi je me demande même s'il l'a dit lui-même, hein, Pastor, qui est un caractère un peu particulier. Il a dit lui-même, l'année prochaine, je serai peut-être nulle part. Finalement, je serai peut-être à la maison avec femme et enfants, parce que bon, ce contrat, les fameux pétrodollars vénézuéliens, on sait que le président Chavez n'est plus là, et on se demande s'il ne pourrait pas être remis en cause, même si chez Williams, je peux vous dire qu'ils mettent les meilleurs avocats sur le coup pour verrouiller le deal, avec ou sans Maldonado. Et c'est là, évidemment, que le bas blesse, parce qu'on sent que Pastor, il n'est plus vraiment apprécié par son équipe. Bottas a quand même pris l'ascendant dans cette deuxième moitié de saison sur lui. Bottas, comme Gutiérrez, c'est des rookies, ils débutent. Ils n'ont quand même pas eu beaucoup de temps de piste avant de débuter. Et voilà, il est là. Et ça fait déjà 9 fois qu'il se qualifie devant Maldonado, voilà. Alors que Maldonado est connu pour sa pointe de vitesse. Sur un tour, c'est quand même un acrobate, Pastor. Donc voilà, on sent quand même la frustration de Maldonado et voilà le potentiel de ne plus être là l'année prochaine, ou en tout cas de ne plus être avec Williams. Et c'est pas en tentant
vraiment une attaque kamikaze comme il l'a faite sur Bottas, comme tu dis, pour une 16e place, qui va améliorer son image de marque aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de son équipe. C'est vrai. C'est un peu ridicule, c'est un peu enfantin, mais ça démontre un malaise. Bon, c'est comme ça, mais... Bon, je me demande s'il n'y a pas un plan B chez Williams avec un autre pétrolier, pas le PDVSA, mais avec Petrobras, les Brésiliens, et avec Felipe Massa, qui pourrait finir sa carrière chez Williams comme Rubens Barrichello l'avait fait avant lui. Bon, ça c'est de la théorie, on verra ce que ça donne en pratique à l'avenir. On passe au débriefing des Français, évidemment, avec Romain Grosjean, c'est un débriefing cocorico, demain sur FAI TV. Avec plaisir.